Tu peux pas être construite, être conçue, être imaginée autour d'un pacte républicain qui est d'une noblesse infinie et concevoir en ton sein des injustices et des trahisons mécaniques. Bienvenue dans le plafond de verre. Dans ce podcast, je reçois des personnes talentueuses qui ont réussi malgré les barrières invisibles qui se dressaient contre elles. Le plafond de verre, c'est une trahison à un contrat ou à une entente. Une entente humaine, civilisationnelle, sociale. T'en as, si tu veux, pour lesquelles les portes s'ouvrent, et t'en as pour lesquelles les portes sont même pas envisagées. Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un nouvel invité dans le plafond de verre. Donc on reçoit Hedj Khalil, qui est le fondateur de Big Mama Group, qui est un expert en intelligence artificielle et qui a énormément à nous apporter, qui va nous parler de son histoire, qui va nous parler de sa vision du plafond de verre, mais aussi de sa vision du plancher de feu. C'est pour ça que je l'ai invité. Je l'ai rencontré à la Muslim Makers Conference. C'est là-bas que j'ai entendu ce concept. Je me suis dit, c'est une personne qu'il faut que j'ai dans le podcast. Donc, bienvenue, Hedj. Merci de ta présence. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est qui es-tu aujourd'hui à l'instant T ? Indépendamment du CV, indépendamment de ton rôle, indépendamment de tes entreprises, parce que tu es un entrepreneur, qui es-tu aujourd'hui ? Alors c'est là les vaches. Et les vaches parce que, en vérité, j'aimerais bien le savoir. Tu te rends compte qu'il y a 4000 ans de philosophie derrière cette question, qui je suis ? Je m'attendais à une intro, un truc un peu plus sympa, si tu veux, pour démarrer. Genre, je te place, je te présente de A à Z. Tu vois, le truc un peu genre, tu vois, chocolat, sucré, soft. Non, là, direct, le coup de massue. Mais en même temps, tu avais prévenu, on est algérien. Qui je suis ? Écoute, moi, je suis un humain, Inch'Allah. J'essaie de faire ce que je peux. Je me pose des questions, en fait, si tu veux, depuis que je suis petit. Ça, c'est vrai. Moi, par exemple, tu vois, je me souviens, quand j'étais au CP, en classe, ma maîtresse s'appelait Madame Odena. Et Madame Odena, qui s'entendait bien avec ma maman, qui était une femme extraordinaire, elle disait toujours à ma maman, Hadj, il passe son temps à regarder par la fenêtre. C'est un rêveur, il réfléchit, il pense, on ne sait pas ce qu'il pense, il se pose des questions. Et ouais. Donc, si un jour, je dois me poser la question, je dois essayer de répondre à la question à qui je suis. Ouais, je suis juste un humain qui essaye de réfléchir et d'agir et de faire ce qu'il peut, et de manière très égoïste, de réfléchir et d'agir de manière alignée. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas aligné par générosité. Enfin, je ne recherche pas l'alignement par générosité, ou je le recherche par égoïsme pur. Parce que l'alignement, c'est ce qui produit, en fait, si tu veux, la meilleure énergie pour moi. Et donc, en quelques mots, un petit qui a un peu vieilli, qui réfléchit et puis qui essaye de faire des trucs un peu alignés, quoi. C'est marrant, tu as dit un petit. Pour contextualiser un peu notre rencontre, on s'est rencontrés au Muslim Makers. D'ailleurs, big up à Abdelrahman et à Samy, qui ont organisé un super événement. Gigantesque big up. Ouais, franchement, c'était top. Et en fait, ce que j'ai remarqué chez toi quand tu parlais sur scène, et même quand on s'est parlé en dehors de la scène, c'est un peu, j'ai ressenti l'âme d'enfant encore présente, tu vois. Et c'est marrant parce que tu dis un petit qui a vieilli maintenant. Ouais, non, mais c'est vrai, moi, chaque fois que je vois que j'ai des poils blancs au menton, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie ? Mais comment est-ce possible ? Tu vois, parce que, ouais, moi, dans ma tête, faut me voir. Moi, quand je rencontre des enfants, je me roule dans la boue avec eux, quoi. Enfin, je veux dire, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que c'est une pathologie, hein. Y compris dans ma famille, tu vois. Donc, oui, moi, Et d'ailleurs, le monde des adultes me parle pas vraiment. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire cette espèce comme ça de farce collective, cette espèce de jeu de théâtre collectif, cette espèce de jeu de rôle un peu collectif où il y a finalement beaucoup moins d'authenticité que dans la cour de récré quand j'étais petit. J'en perçois pas toujours l'intérêt. Pas toujours. Donc oui, effectivement, moi, j'ai gardé mon âme d'enfant une fois de plus par égoïsme. Parce que, je veux dire, je trouve qu'on s'amuse vachement plus avec les gamins. Tu te rappelles la question que je t'ai posée quand on s'est parlé en dehors de la scène ? Quand on s'est croisés dans le hall ? Non, je pense pas. Malheureusement, non. Je t'ai parlé de neurodivergence.
t'ai demandé si t'avais pas. Si j'étais pas neurodivergent. Si t'étais pas dans la team TDAH, autisme ou quoi aux caisses. Asperger et compagnie, ouais. Bah oui, mais... T'as jamais fait t'as jamais exploré, quoi. Ouais, je serais pas étonné, en fait. Oui, j'ai lu des trucs, je serais pas étonné, mais après... Parce que franchement, t'as dénoté de fou par rapport au panel, aux autres panélistes de l'event. Hein. C'est-à-dire que tu parles d'authenticité. Et tu dis que le monde des adultes ne te correspond pas, ne te convient pas. C'est pas ça, c'est que je trouve que c'est plus difficile de s'aligner avec les adultes qu'avec les enfants. Et qu'avec les gamins. Et en vérité, maintenant que je suis un adulte, j'ai vachement de pouvoir dans le club des gamins. Tu vois, tu vois aujourd'hui, si je veux me rouler dans la boue avec les petits et si je veux faire en sorte que les petits puissent se rouler dans la boue, c'est un pouvoir que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas quand j'avais 5 ans, tu vois, et dont je souffrais. Tu vois. Et ouais, mais ouais, depuis que je suis petit, on me dit ça. Je te jure, depuis que je suis petit, on dit ouais. Je me souviens un jour en prépa, on a un prof qui a rendu les copies et qui a dit ouais, t'as 15 personnes qui ont fait comme ça, t'as 13 personnes qui ont fait comme ça, et puis t'as une personne qui a fait un truc que j'ai jamais vu. Et c'est toi. Ouais, c'était moi. Ouais. Et ce jour-là, comme tous les jours depuis ma naissance, en fait, j'ai vécu ça, en fait, si tu veux, comme une pénalité. J'ai vécu ça comme, si tu veux, une anomalie, en fait. Ouais, parce que moi, en vérité, j'ai toujours essayé de faire comme les autres. Moi, ça m'arrange, moi, de me fondre dans la masse, moi, qu'on me remarque pas. Moi, me faire remarquer, pour moi, ça me dérange, en fait. Mais je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Puis un jour, bon, après, j'ai accepté, puis j'ai fait comme ça. J'ai accepté de me rouler dans la boue. J'ai accepté, en fait. Et ce jour-là, ça a été, en fait, si tu veux. Moi, je pense que psychanalytiquement, ça a été, en fait, une des premières phases, une des premières étapes significatives de mon alignement avec moi-même. Tu vois, fait bon, après tout, les gars, j'ai essayé de faire comme vous. Et. Ça me va pas. C'est même. C'est plus que ça me va pas. Je pense que vous vous trompez, tu vois. Et ça me va pas, c'est vrai. Et très humblement, très respectueusement, les gars, je suis pas sûr que ce soit ça le game. Ok. Sans transition aucune. Deuxième question que je pose toujours à mes invités. Elle est sympa ou Tu verras, tu me diras. Ouais. C'est une question sur une question. C'est le nom, ça concerne le nom du podcast. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, parce que tu en as parlé dans ta conférence. Quelle est ta définition du plafond de verre? Tu as parlé de plafond de verre et tu as parlé d'autres choses en lien avec les plafonds de verre qu'on va élaborer au fur et à mesure. Mais c'est quoi ta définition du plafond de verre? Le plafond de verre, c'est l'injustice. Le plafond de verre, c'est être confronté en fait à un truc qui ne dit pas son nom et qui vient rompre et qui vient trahir le pacte que tu peux avoir avec une civilisation, que tu peux avoir avec un pays, que tu peux avoir avec une entreprise, que tu peux avoir avec une famille, que tu peux avoir avec une organisation humaine, quelle qu'elle soit. Donc ouais, moi, en un mot, bon, on pourrait faire 100 thèses de doctorat sur ça, et je suis sûr que ça a été le cas, que ça doit exister. Mais si moi, je devais dire ma définition du plafond de verre, c'est une trahison. Ok. Une trahison humaine, si tu veux, sur la base de ce que j'estime être ce qui normalement doit structurer les relations entre les humains, c'est les contrats. Parce que nous, alors, c'est pas les contrats. Parce qu'en économie, il existe en fait, si tu veux, toute la théorie des contrats, la théorie de l'agence et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a une littérature très abondante sur ça. Et en fait, on traduit souvent chez nous, on traduit l'idée, en fait, si tu veux, l'idée en fait que les gens font des trucs entre eux, on traduit ça par des contrats. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Je pense que l'idée de Mufahama qu'il y a dans la spiritualité monothéiste, parce que je suis sûr que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou chez les musulmans, je pense que c'est la même idée, c'est la continuité de la même idée. Je pense que... Le terme, il signifie quoi, pour ceux qui ne comprennent pas? Alors justement, ouais. on le traduit en fait par contrat trop souvent, ouais, en référence à la théorie des contrats et grosso modo à toute la littérature qu'il existe par rapport à ça, alors que moi je pense qu'il faudrait mieux le traduire par entente. Moi je pense que ce qui fait en fait la civilisation, ce qui fait les vies, c'est la capacité en fait à pouvoir s'entendre, à pouvoir se dire voilà, un mariage est une entente, une entreprise c'est une série d'ententes, une civilisation c'est une entente, un État c'est finalement
une accumulation colossale d'ententes, si tu veux, élémentaires en réalité. Et moi, je pense que c'est la qualité des ententes en fait qui fait la qualité des civilisations, à quel point elles sont honnêtes, éthiques, droites, à quel point elles sont productives, constructives, sincères. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait que tu verras que dans les civilisations qui réussissent le mieux sont des civilisations où le droit fonctionne bien. Hmm. Tu vois ? Et où les ententes sont respectées. Et les ententes, voilà, c'est ce que j'appelle bien un droit qui fonctionne bien. C'est les ententes qui sont respectées. Alors bon, il y a des fois où les ententes, on appelle ça des contrats. Je pense que c'est une vision dégradée, mais fair enough, ça peut faire le job. Et moi, je pense qu'effectivement, le plafond de verre, c'est une trahison à un contrat ou à une entente, en fait. Une entente humaine, civilisationnelle, sociale. Et c'est pour ça que c'est pas bien. Ok. Du coup, je vais te ramener, moi, dans ma vision du plafond de verre et de pourquoi j'ai créé ce podcast, pour que tu comprennes un peu les enjeux. Et je pense que je te rejoins, du coup, Enfin, j'ai compris cette idée de trahison des ententes. Moi, je crée ce podcast parce que je suis fâché avec la France. D'accord ? Donc, je suis dans tout un système à l'époque. La France, quand t'es un arabe, tu réussis pas, on te bloque, blablabla. On n'aime pas les musulmans, donc je suis fâché, je suis énervé, j'alimente ma colère et je suis en boucle, tu vois. Je suis dans un mi-victimaire, mi-combattant. Tu vois, et donc, je me barre. Je pars de la France. Mais je pars en étant toujours fâché. Donc, je me dis, je suis parti, mais maintenant, je vais dénoncer. Maintenant que je suis parti, je peux dénoncer. Et donc, je vais... au début, le podcast, c'est même pas des invités. C'est moi tout seul. Face cam, je veux dénoncer ce qui se passe en France, le racisme, l'islamophobie, c'est pas normal, etc. Et puis finalement, je fais je me rappelle, je le fais depuis la Thaïlande, je vais dans un studio de podcast, je suis à Phuket, et je dis, vas-y, je vais commencer mon podcast, et je commence à le faire. Et ça, je l'ai jamais dit, c'est vraiment, je me sens à l'aise de le raconter parce que t'es là, donc je vais le raconter. Je me rappelle. J'ai le droit de te poser des questions après, tu sais. Si tu veux, mais ça va faire durer le podcast. J'ai un prompteur et donc j'ai mes scripts qui sont déjà écrits, etc. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais plus de lunettes. Et donc je regarde le truc comme ça. Il m'envoie les fichiers, le mec du studio de podcast, qui était un russe d'ailleurs. Et genre, je vois que je suis comme ça dans toute la vidéo. Je me dis, je peux pas sortir ces podcasts-là, c'est mort. Je laisse tomber l'idée, le temps passe. Arrivé à Marrakech, installé à Marrakech, studio ouvert, je me dis, je vais le relancer, le studio de podcast, mais je vais interviewer des gens. Et donc, j'interviewe une première personne qui est un ami à moi qui s'appelle Human Najib. Et en fait, dès le premier épisode, il switch ma vision de cette colère-là, tu vois. Je lui raconte ma colère, je dis oui, la France, la dernière, et lui, pas du tout dans le même délire. Deuxième invité, pas du tout dans le même délire. Troisième invité, quatrième invité, etc. J'en ai fait 10 comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, je suis tout seul dans ma colère. Et que des gens qui me ressemblent et qui potentiellement pourraient avoir vécu la même chose n'ont pas du tout vécu la même chose, tu vois. Et en fait, je comprends à ce moment-là que tout le monde ne vit pas la même France et tout le monde ne réagit pas de la même manière à l'injustice et à la trahison de l'entente qu'on nous a collée en France, qui est liberté, égalité, fraternité, qui, je pense, est la trahison principale, en tout cas, qui nous a un peu déçus en tant qu'enfants d'immigrés, en tant que musulmans, etc. Donc je comprends cette notion de trahison des ententes et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que cette colère, elle était là. Tu vois, le résultat de l'injustice, c'est la colère. Et c'est ce qui s'est passé. Je trouve ça injuste que quand on est bronzé, on ne peut pas réussir de la même manière. En tout cas, je me suis construit cette croyance de on ne peut pas réussir quand on est un enfant d'immigré. En tout cas, on nous bloque. Ou en tout cas, il y a du racisme et on n'a pas les mêmes chances que les autres, etc. Donc merci pour cette définition. Elle est vachement intéressante. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire déjà là ? Je pense que c'est compréhensible. Je pense que c'est compréhensible. Enfin, je veux dire, si tu es un tout petit peu objectif et si tu es un tout petit peu sensé, oui, moi, je peux comprendre cette colère. Après, il faut voir les choses de manière un peu dynamique. Il faut voir que les choses, en fait, si tu veux, elles ont considérablement évolué ces 30 ou 40 dernières années. Moi, quand j'étais en fait dans une cour de récréation avec les gamins que j'aime bien, dans les fins des années 70, début des années 80, l'injustice, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y a eu une évolution dans l'injustice. Il y a eu une évolution dans le racisme. Il y a eu une évolution, en réalité, dans cette logique de plafond de verre. Il y a eu une évolution dans la manière dont l'injustice était déployée, si tu veux, dans la civilisation et dans le
et dans notre vie, dans notre quotidien, quoi. Il y a eu une évolution. Donc, moi, c'est pas spécialement, tu vois, c'est pas un truc auquel je pense en professionnel. C'est-à-dire que moi, mon expertise, c'est pas celle-là. Mais je peux te donner mon avis en tant que, tu vois, que jeune, enfin, que citoyen, que gamin, que contribuable, et puis en tant qu'humain qui a été biberonné aux idéaux, en fait, si tu veux, de liberté, égalité, fraternité. Puis moi, j'y ai cru. Hein. Moi, j'y ai cru. Bon, long story short, j'y crois encore. Mais justement, je pense que il faut prendre un peu de perspective. Il faut prendre un peu... Enfin, tu vois, quand tu es un peu comme ça dans une espèce de tempête, il faut regarder les choses, s'appuyer sur des statistiques, par exemple, tu vois, ou sur des évolutions ou sur des études sociologiques. C'est pas inintéressant à des moments un peu comme ça, dans des moments de tempête. Moi, quand je réfléchis à cette histoire de plafond de verre, il y a deux idées un peu ambivalentes, si tu veux, que je suis obligé de traiter, sur lesquelles j'essaye d'opérer une synthèse. D'un côté, il y a une trahison. Il y a une trahison parce qu'effectivement, tu peux voir que des personnes à un niveau de compétence égal, t'en as, si tu veux, pour lesquelles les portes s'ouvrent, et t'en as pour lesquelles les portes sont même pas envisagées. C'est vrai. Moi, je l'ai souvent nié. Je l'ai souvent nié parce que, tu veux pas parce que j'aime bien la France ou quoi, c'est pas ça du tout. Je l'ai souvent nié parce que c'est quand même très inconfortable. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu acceptes en fait le plafond de verre, d'une certaine manière, tu acceptes que tu vas échouer. Et moi, je peux pas accepter que je vais échouer. Moi, je suis un compétiteur. Quand je monte sur le ring, enfin, tu vois, T'es là pour gagner, quoi. je suis là pour gagner. À la régulière. Parce que si tu triches, c'est jamais une victoire. Je suis là pour gagner. Et accepter cette histoire de plafond de verre, pour moi, c'était finalement inconsciemment renoncer à gagner. Donc, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. Et donc, du coup, pendant des années, c'est vrai que je me suis menti, en fait. Parce que ce plafond de verre, il existe. Et il y a une espèce de trahison purement républicaine, ouais. Et il y a beaucoup de gens, en fait, si tu veux, qui ont une espèce d'acceptation, une espèce de complicité avec cette espèce d'injustice, en réalité, qui est assez insupportable. C'est-à-dire que les mêmes qui te disent liberté, égalité, fraternité, la République, et c'est hyper beau, en réalité. Hein. Les mêmes, si tu veux, quand ils sont confrontés à cette espèce de trahison, deviennent complètement silencieux. Autruche. Ouais, un peu, ouais, vas-y, mais c'est pas grave, t'inquiète, ça va aller. Et donc ça, il y a un moment où ça devient insupportable, je te l'accorde. Et en même temps, frère, comme tu le disais, toi et moi, on est algériens. Moi, je pense que c'est encore mieux, en fait, de penser qu'on est africain. Parce qu'en vérité, si tu veux, moi, mon père est noir. Mon père est du sud de l'Algérie, moi, mon père est noir. Donc moi, si tu veux, mon africanité, elle est naturelle pour moi. Parce que moi, j'ai grandi avec des hommes noirs et tout. Pour moi, quand je voyais des potes à mon père qui étaient camerounais. Moi, mon père, dans la rue, on l'a jamais pris pour un Algérien. On le prenait ou pour un Antillais ou pour un Africain. Donc moi, je suis africain. Et je pense qu'il faut qu'on replace ça, en fait, dans un contexte africain. Moi, je me souviens, j'avais des potes camerounais à mon père qui nous ramenaient quand j'étais petit, j'avais des portefeuilles en en cuir, tu vois, qui nous ramenaient qu'on nous ramenait de Douala, de Yaoundé, qu'on nous ramenait les potes sénégalais à mon père et tout ça. Moi, j'ai grandi un peu avec ça, quoi. Et quand on élargit, en fait, si tu veux, la problématique à l'Afrique et à notre histoire, et notamment à notre histoire coloniale, dont je pense que la France est en train il y a une espèce de problème d'amnésie par rapport à ça. Alors, en France, on en est à parler des bienfaits du colonialisme encore en France. Hein. Donc, si tu veux, ça fait partie aussi, ça, de la trahison et des trahisons dont je te parle. C'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, mais quand on est venu massacrer tes grands-parents, ça va. Tu vois. Donc, c'est difficile, si tu veux, à absorber. Hein. C'est difficile, c'est vraiment difficile, parce que surtout quand tu as cru au pacte républicain. C'est super dur, hein, tu vois. Quand tu élargis le panorama et que tu fais un peu de sociologie, un peu de statistique, tu te rends compte quand même que pour les humains,
français, non issus, si tu veux, des colonies, en général, il faut 5, 6, 7 générations pour réussir à casser ce plafond de verre. Donc en fait, ce plafond de verre qui est une trahison en réalité indiscutable, il existe pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire de le justifier, pas une seconde, mais je suis en train de dire que si tu comprends en fait que tout le monde a mangé sa part, d'une certaine manière, ça relativise un peu le truc. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tu peux pas aujourd'hui lutter contre un problème si tu fais pas le bon diagnostic. Si ton problème c'est parce que je suis noir ou arabe ou musulman en fait que ça marche pas, c'est qu'une partie du problème en réalité. On vit dans une société qui est sclérosée, on vit dans une société où les portes sont pas ouvertes, où les ascenseurs sociaux sont bloqués pour tout le monde, où peut-être c'est encore plus difficile pour un mec, si tu veux, qui grandit dans un village de la Creuse, en fait, si tu veux, de réussir en France, que si c'est peut-être encore plus difficile pour lui de réussir que si tu es noir ou arabe ou musulman. Basé à Paris. Basé à Paris, ouais, ou dans une grande ville, tu vois. Donc, il faut relativiser. Et c'est là où moi, je pense que même si la France, elle doit prendre ses responsabilités et tu peux pas être, en fait, si tu veux, tu peux pas être construite, être conçue, être imaginée autour d'un pacte républicain qui est d'une noblesse infinie. Et si tu veux concevoir en ton sein des injustices et des trahisons mécaniques, quoi. C'est-à-dire que tu peux... Non, ça, il y a une part de responsabilité pour la France. Ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi notre responsabilité à nous, en tant que musulmans, en tant qu'Africains, qui consiste à dire, OK, en réalité, le fait que je sois arabe ou musulman, ou noir, ou les trois en même temps, ce qui est un peu mon cas, ça pose un problème. Moi, je pense, après, en plus, le fait qu'on soit algérien, c'est une couche de plus. Ouais. Parce que les Français, ils ont un problème avec les Algériens. Qui est en vérité, psychanalytiquement, un problème avec eux-mêmes. Parce que les Algériens, ils n'ont rien fait. Les Algériens, ils ne font que leur renvoyer l'image, justement, de la trahison que eux, ils opèrent de manière mécanique. C'est tout. Ouais. Les Algériens, ils ont... franchement, les Algériens, ils ont j'ai envie de dire... C'est audacieux ce que je vais dire, et Dieu me pardonne, mais les Algériens, ils ont presque tourné la page. Les Algériens, les Français, ils auraient fait des excuses, les Algériens, ils seraient passés de... Vas-y, l'avenir, quoi, regarde devant. Non, mais les Français, effectivement, le petit côté, je construis ma civilisation sur la noblesse, et c'est légitime, parce qu'il y a une vraie noblesse. Sur l'intelligence, et je construis ma civilisation sur l'intelligence, c'est légitime pour les Français, parce que une partie de l'intelligence du monde s'est inventée en France. C'est vrai, et c'est beau, et c'est ça qu'on doit préserver, musulmans ou pas. C'est ça qu'on doit préserver. Quand tu leur dis, ouais, mais les gars, vous avez quand même violé, massacré, vous avez commis en fait des choses qui, dans des lois que vous-même vous avez contribué à construire, c'est des génocides. Les mecs, tu leur introduis une espèce de dissonance. C'est très perturbant pour un Français. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tu le nies dans la définition qu'il a de lui-même. Donc en fait, le vrai problème, il n'est pas avec les Algériens. Le problème, il est entre les Français et les Français. Les Algériens, c'est juste un miroir qui te dit, les gars, nous, voilà ce que vous avez fait, c'est des faits. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous faites des excuses et on construit ensemble. Vous faites pas d'excuses. Faites votre vie. Enfin, nous... Et d'ailleurs, quand tu vois ce que les Algériens sont en train de faire avec les Chinois, les Russes, les Italiens, c'est... Attends. Revenons. C'est un autre sujet. Revenons. Mais on a dit que c'était un podcast, on a dit qu'on pouvait parler. Ouais, on a dit qu'on pouvait. Mais il faut suivre le. Parce que tu disais un truc d'intéressant là sur le. Bref, mais ce que je te dis, c'est que nous, aujourd'hui. Tu parlais de notre responsabilité. Du coup. Nous, on a une responsabilité. Et pas en tant que citoyen, pas que en tant que contribuable français, que habitant en France, que citoyen français, en tant que musulman. Parce que le musulman, normalement, ma conception à moi, il est condamné à l'excellence. Le musulman, il n'a pas le droit à l'injustice. Alors, humainement, on est tous faibles, on est tous imparfaits, on est injustes et tout. Mais une fois, en fait, si tu veux que tu sais ça, l'effort, ça doit être d'essayer de corriger l'injustice. Et notre travail à nous, c'est un travail de correction, un travail d'effort pour corriger l'injustice. Qu'elle soit faite ailleurs, qu'elle soit faite en notre sein,
Mais nous, on doit être tu vois, des espèces d'anticorps, on doit être des espèces, en fait, si tu veux, d'entités. On doit lutter contre l'injustice. Et se mentir est une forme d'injustice qu'on se fait à soi-même. Comme tu t'es menti, du coup, c'est à ça que tu fais référence? Moi, je me suis menti pas mal de fois, ouais. Et je pense que euh, c'est sain, c'est honnête, c'est musulman, c'est français, c'est algérien d'essayer de lutter contre l'injustice. Ok. J'aimerais que tu parles d'un sujet. D'un point que tu as. Est-ce que je t'ai répondu déjà? répondu à plein de choses et tu as même fait des questions d'après. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je m'attendais à ça. Tu sais, quand je me suis dit, lui, il faut que je l'invite. Je me suis dit ça, j'étais avec Ager de The God Cleanser. Quand on s'est croisés, tu étais en train de parler avec elle. Je suis venu te voir. Ouais. Et elle m'a dit, ouais, bah, par contre, quand tu vas le prendre, fais attention parce qu'il va t'emmener partout. Hein. Ouais. Je savais déjà, j'ai vu. Mais c'est pas un problème. C'est pour ça que je t'ai invité parce que je sens que ça nourrit chez moi des choses et ça va nourrir, Inch'Allah, aussi chez les auditeurs et les viewers. T'as parlé d'un sujet qui m'a vachement intéressé. C'est exactement pour ça que je t'ai invité. T'as parlé de plafond de verre et de plancher de feu. Ouais. Est-ce que tu peux définir exactement ce que c'était? Parce que bon, à ce moment-là, j'ai été emporté dans la conférence, tu vois. Et puis après, le temps est passé et je me suis dit, bon, il faut qu'il en parle plus en détail et qu'il explique. Parce que t'avais pas le temps, je pense, sur scène de le faire en détail. Ouais. Mec, en plus, un petit détail technique. Moi, je pensais que j'avais 20 minutes. Et quand je suis monté sur scène, sur le prompteur, il y avait 15. Donc en fait, en direct, il a fallu en fait que je fasse. Que t'ailles vite, ouais. Ouais, pas que j'aille vite, mais que je sabre et tout. Okay. Ça a été dur. Mais bon, tant mieux. C'est la règle du jeu et c'est très bien. Et ça n'enlève rien à la qualité de cet événement extraordinaire. Et encore big up à Abdelrahman et à Samy. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que comment je vois le truc, c'est que quand tu as dans ta vie une dimension spirituelle, moi par exemple, la transcendance, c'est la chose la plus importante pour moi dans ma vie. C'est personnel. Les autres chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est la chose la plus importante. Et en réalité, quand tu te retrouves moi dans ma vie, tout le monde m'a parlé du plafond de verre, c'est-à-dire grosso modo une espèce d'injustice qui fait que quand tu arrives en fait à un certain moment, bah, tu te retrouves bloqué. Alors oui, tu peux rationaliser en te disant que les autres, ils ont mis 6 générations pour arriver là, toi, t'en as mis 1 ou 2, donc il faut très bien. Peut-être que nous sommes en train de construire les conditions pour que nos enfants en fait puissent casser ce plafond de verre, parce que effectivement tu réfléchis en fait, si tu veux, à ta petite personne, et c'est bien normal, mais en réalité quand tu prends un peu de perspective historique, sociologique et temporelle, et je rappelle que inna Allah ma'as sabrin, et que Dieu est avec les patients, quand tu fais preuve d'un peu de patience, tu te rends compte que, et si tu joues collectif, tu te rends compte en fait que tu es super bien placé en fait pour que tes enfants cassent le plafond de verre. Ou ou tes enfants, qui sont d'une certaine manière mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux rationaliser ça, mais je pense qu'en fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas juste le plafond de verre. Le problème, il est aussi, c'est celui du plancher de feu. Et le plancher de feu, c'est en fait, si tu veux, c'est une espèce, tu sais, un peu comme dans les films de science-fiction, quand tu vois dans la Guerre des Étoiles, quand les mecs ils se retrouvent dans un compacteur, en réalité, le problème, c'est pas en fait le mur qui est en face. Le problème, c'est la conjonction des deux murs, en fait, si tu veux, qui se rapprochent et qui t'écrasent. Et moi, ce que je pense, c'est que le problème pour nous, en tant que musulmans, c'est qu'on est confronté à cette logique de plafond de verre qui peut consumer une vie. Hein. Tu peux passer ta vie à essayer. Alors, effectivement, ça ouvrira la porte, et ne serait-ce que le simple fait de le fissurer, si chacun amène sa fissure, en fait, si tu veux, ça permettra à nos enfants, en fait, si tu veux, ou à la génération d'après, en fait, si tu veux, de le transpercer. Mais c'est que la moitié du problème. L'autre moitié du problème pour nous, c'est que par en dessous, il y a un système de contraintes que moi j'estime être le système de contraintes spirituel avec lequel tu dois jouer. Et en fait, tu es coincé entre un plafond que tu peux pas casser. Briser, ouais. Tu peux pas briser. Et des contraintes spirituelles, si tu veux, que tu peux pas non plus, dont tu peux pas t'abstraire. Et ce que j'ai dit dans cette conférence, c'est que tout le jeu du musulman ou du spirituel ou du citoyen français, enfin, parce qu'en fait, le citoyen français, en réalité, qui n'est pas musulman, il a le même problème. C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis dans la conférence, c'est comment tu fais pour réussir sans être un salopard. Comment tu fais pour réussir, en réalité, en respectant les règles d'éthique, en respectant, si tu veux, les sujets d'écologie les plus élémentaires, en respectant ton voisin, ton prochain. Enfin, comment tu fais pour faire ça
et en même temps en brisant le plafond de verre. Parce que jusqu'à présent, ce que moi j'ai pu observer, c'est que le monde rémunère les psychopathes. Aujourd'hui, réussir, finalement, c'est être un psychopathe. C'est défoncer tout le monde sur son chemin, c'est marcher sur la tête des autres, et puis trouver les gens en fait qui vont t'applaudir en fait quand tu auras écrasé tout le monde. Et donc du coup, comment tu fais aujourd'hui pour péter le plafond de verre sans renoncer en fait, si tu veux, à tes principes, quoi. Et c'est ça en fait, si tu veux, l'équation du musulman. Et en vérité, ce que je dis, et ce que j'aurais voulu expliquer de manière beaucoup plus détaillée, mais forcément j'avais pas le temps, c'est que c'est la conjonction en fait de ces deux contraintes qui rend en fait la solution difficile à trouver. Que si c'est juste péter le plafond de verre, en réalité, Donald Trump, il a pété le plafond de verre. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais si c'est en fait, si tu veux, au prix du sacrifié, enfin de pouvoir dire, ouais, bah demain je vais raser tel pays ou telle civilisation, ou je veux dire, enfin pour moi, bah t'as pas résolu l'équation. T'as pas résolu en fait, si tu veux, le problème. Et ce que j'ai dit plus tard dans la conversation, dans la conférence, et qui est, à mon avis, important, c'est que ce système d'équation, il est infiniment compliqué. Et tu ne le résous que par la miséricorde d'Allah. Tu le résous que par la miséricorde d'Allah. C'est pas ton génie qui le résout. C'est pas genre le mec qui, ouais, non, mais je suis pris Nobel et tout. Ouais, vas-y, prends ton sac, casse-toi. Non, tu résous, en fait, si tu veux, cette espèce de contradiction, de paradoxe, cette espèce de mur qui se rapproche pour t'écraser. Tu ne le résous, en fait, que par la transcendance. Tu le résous, en fait, si tu veux, que par la miséricorde d'Allah. Et c'est magnifique. Parce qu'en vérité, moi, et c'est ce que je disais pendant la conférence, moi, je parle pas pour moi, mais moi, j'ai vu dans la salle des centaines de petits et de petites qui ont résolu leur équation, enfin, qui sont en train de proposer des résolutions en fait à cette espèce d'écrasement en fait qui est inéluctable normalement. Et ben moi, je vois des centaines de petits qui ont résolu qui proposent des solutions. Donc ça veut bien dire que c'est possible. Et ça nous renvoie en fait à l'éthique de la responsabilité, sans se mentir, quoi. Sans se mentir. C'est-à-dire qu'il faut, tu vois, être capable de cette introspection honnête, mais pas destructrice. Faut pas que tu arrives en disant, ouais, non. Tu vois, par exemple, dans la colère que tu avais, toi, ouais, je suis en colère avec la France. Franchement, tu as raison. Très bien. Mais la colère, c'est un temps. Après, j'ai envie de te dire, vas-y. Qu'est-ce que tu as construit ? Qu'est-ce que tu as proposé, toi ? Ouais, la colère. Parce que c'est ça le problème de la colère. C'est que c'est pas constructif. C'est que ton énergie, elle se dissipe. Mais qu'est-ce que tu as proposé ? Donc, grosso modo, c'est soit tu fais partie de la solution, soit tu fais partie du problème, en fait. Je vais nuancer un peu. C'est soit tu fais partie du problème, soit tu essayes de faire partie de la solution. Et soit tu t'efforces à faire partie de la solution et tu fais. Et souviens-toi, tu ne fais partie de la solution que par la miséricorde d'Allah. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un moment où les humains, et c'est très humain, et c'est universellement humain, et c'est comme ça depuis que les humains existent, ils ont une tendance à l'hubris, à l'excès. Ils ont une tendance, en fait, à la grosse tête. Tu vois, genre, moi, si tu veux, quel que soit ce que j'ai pu faire, et c'est pas grand-chose, tu le fais par la miséricorde d'Allah. Enfin, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que quoi que tu fasses, le succès, il n'est pas dans tes mains. Il y a tellement de paramètres, il y a une infinité de paramètres de succès, en réalité. Et ceux qui sont dans tes mains, ils sont tellement microscopiques que revendiquer, si tu veux, ne serait-ce que... l'idée que ce serait ton succès, c'est une aberration pour moi. C'est pas ton succès. Toi, ton succès, c'est de faire l'effort. Fais l'effort, contribue, remets-toi en question et avance. Et c'est en ça que je dis que le système d'équation, il est en théorie impossible à résoudre, mais que quand tu ouvres les yeux sur le monde, tu vois plein de gens qui arrivent à le résoudre. Et pourquoi ? Parce que sur l'infinité des autres paramètres sur lesquels il y a eu une miséricorde.
Ok. Là, on a beaucoup parlé macro. Ouais. On a beaucoup parlé macro et c'est hyper important et je trouve ça intéressant parce que du coup, tu touches aussi à des sujets qui vont pas forcément concerner que les musulmans. Tu vois, tu parlais du plancher de feu, que nous, en tant que musulmans, c'est notre système de valeurs spirituelles, Ouais. le code auquel on répond, etc. Ouais. Mais c'est vrai que pour n'importe quel autre Humain. humain, il y Je a, veux il y a dire, à un moment donné, tu sais, c'est très. Enfin, je pense que c'est malaisant de réussir en trichant, en faisant du mal. En fait, tu vois, tu parles là comme un mec réglo, mais en fait, moi, Tu penses que c'est. Non, moi, je pense qu'il y a des gens, et c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a des gens pour qui, si tu veux, cette malaisance n'existe pas. Ok. Et en fait, les mecs, ils compensent ça. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, que j'appelle ça des psychopathes ou des sociopathes. C'est des gens qui te disent, non, j'ai juste utilisé tous les moyens qu'il faut. Ok. Le mec, donc, Mais je vais partir du. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais je pars du principe qu'on a tous, en tant qu'humains, en notre sein, dans notre cœur, cette part de bien et de bon. non, je pense que moi, j'ai cru ça pendant longtemps. Tu penses que non? Non, moi, je pense qu'il y a des humains pour qui cette part n'existe pas. Ça s'appelle des sociopathes, ça s'appelle des psychopathes. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que ce soit eux qui tiennent le monde. Ok. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un moment où, effectivement, tous les gens de bien de ce monde, ils doivent se poser la question. C'est est-ce qu'on abandonne ce monde aux psychopathes? Revenons au micro Ouais. et reparlons un petit peu plus de toi. C'est un épisode spécial et c'est pour ça qu'on en fera un épisode 2 parce que je voulais te poser des questions très spécifiques sur des sujets. Vas-y. Mais du coup, je suis pas passé par le process habituel. Le process habituel, c'est un peu le parcours, Ouais. l'histoire, etc. Donc, je vais revenir au micro et Et moi aussi. et oui, parce que t'es un peu loin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on va parler on va parler un petit peu du début de l'histoire. Toi, t'es né en Algérie. Ouais. À Alger. Alger. Ton père était avocat à Alger. Ouais. Et quand il revient en France, quand vous arrivez en France, Ouais. il devient commerçant à Barbès. Ouais, exactement. On est d'accord? Mm. Quand j'ai analysé un peu ces étapes, je vais l'entendre de tes mots à toi, parce que c'est toi qui l'as vécu. Mais moi, objectivement parlant, je me suis dit, mais c'est marrant, parce que du coup, quand on connaît ton histoire, on peut considérer que ton père, il arrive et il downgrade un peu, tu vois. Complètement. Et pendant que toi, te upgrade au fur et à mesure des Ouais. années. Comment tu vis le fait qu'en quelque sorte, t'as un père qui descend les étages pendant que toi, tu brises des plafonds de verre? Comment tu l'as vécu, ce truc-là? Et est-ce que tu l'as vécu de cette manière-là ou pas du tout? Tu l'as vu totalement autrement? Mon père m'a jamais fait sentir, en fait, si tu veux, qu'il avait fait ça. Moi, je l'ai compris plus tard, quand j'ai eu 25 ans, 30 ans. Bon, quand j'étais petit, j'ai quand même compris qu'il y avait une espèce d'anomalie quand je voyais, en fait, que mon père, il avait été à l'école avec tous les gens qui étaient ministres et qu'il avait, en un claquement de doigts, en fait, renoncé à tout ça pour dire, moi, je vais m'occuper de mes enfants. Effectivement, je me posais des questions. Mais j'ai compris, en fait, quand je suis devenu père. J'ai compris quand je suis devenu... Et comment moi, je le comprends? Moi, je le comprends. C'est juste une miséricorde. C'est juste une miséricorde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la vie qui m'a fait un cadeau, quoi. Qui m'a fait un cadeau. Bon, on parle de mon père, mais ma mère, ça a été le copilote de mon père, voire le pilote, hein, parce que... mais moi, j'ai eu des parents extraordinaires qui ont fait exactement ce qu'ils ont voulu, qui nous ont éduqués, en fait, si tu veux, sur des principes. Ils ont fait des bêtises, comme tous les humains, mais l'intention a toujours été sublime. Et c'est juste une miséricorde, ouais. Et je pense que c'est des choses, moi, tu vois, quand on demande aux gens qui c'est qui t'a inspiré, tout le monde dit mon papa, ma maman, et c'est bien normal. Mais moi, ouais. Moi, j'ai vu... moi, mon père, il s'est consacré à nous, quoi. Mon père, il s'est consacré à nous. Mon père, nous, quand on était en prépa et qu'on faisait le ramadan, tous les matins, il se levait. En fait, c'est lui qui nous faisait à manger. Tu vois? Mais c'est un homme du Sud, en fait, si tu veux, avec une logique 1000% algérienne, mais un peu différente de ce que je peux observer, si tu veux, chez les hommes du Nord, comme les hommes de la famille de ma mère, qui sont des hommes absolument remarquables. Ma maman, elle est d'origine de Constantine, dans la région de Constantine. Et c'est tous les deux des hommes, c'est deux catégories d'hommes absolument extraordinaires, mais très différents. Et moi, pour revenir au micro et revenir à ta question de manière plus directe, ouais, c'est juste une miséricorde. C'est tout. Tu sais, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Tu as des gens qui naissent beaux, intelligents, sympas, doués, talentueux, charismatiques. La vie, elle fait des cadeaux. Et ben moi, ça a été un des miens. Alhamdoulilah. Vous êtes combien? On est 4 garçons et une fille. J'ai fait ce chiffre ouais. par... On est 4 garçons et une fille. 4 garçons, une fille, ok.
Tu te situes où dans la fratrie? Et je suis le premier des garçons. Donc, t'es l'aîné Ouais, je suis l'aîné, ouais. de la famille. De la famille. Ouais. Ok. Ça a joué quel rôle sur ton parcours et ta réussite, si tu l'appelles comme ça, d'être l'aîné dans la famille? Bah, c'est que très tôt, j'ai été formé et obligé de gérer des Algériens. Et ça a été. Ça, c'est une blague, il n'y a que les Algériens qui Ouais, peuvent c'est- comprendre, c'est- ou alors ceux qui ont vécu ou grandi avec des Ce Algériens. qui fait 300 millions de personnes, en fait. Tu vois, donc tout le monde. Tout le monde a. Non, non. En vérité, si tu veux, moi, je pense que euh, mes parents m'ont donné des responsabilités très tôt. Très tôt. Je, Très tôt, j'ai eu des responsabilités à la maison. J'allais faire les courses tout seul. Tu vois, moi, par exemple, à 6 ans ou 7 ans, je prenais le RER tout seul pour aller à Paris. Tu vois. Très tôt, moi, je tenais la boutique de mon père. À 12 ans, 11 ans, mon père, il me laissait la boutique et il allait... tu vois, et je restais tout seul à la boutique. Mmh. Mes frères, je peux jamais dire que je me suis occupé de mes frères, ils s'occupent très bien d'eux-mêmes. Mais oui, j'ai toujours eu une espèce de... Mes frères sont des gens très indépendants, très intelligents, très... Mais j'ai toujours eu une espèce d'écharpe symbolique, tu vois, genre oui, c'est le grand frère, oui, c'est le grand frère. Sans vraiment l'être. Il y a combien de différences là entre toi Avec celui qui a juste après, il y ouais. a 11 mois et 20 jours, Ok. il n'y a même pas un an. Avec l'autre, il y a 2 ans, un peu moins, un tout petit peu plus de 2 ans. Ok. Avec moi, donc on est les trois grands frères, on était dans un mouchoir de poche. Avec le petit, le dernier, Hamza, j'ai 8 ans de différence. Ok. Donc lui, le petit, Lui, c'est vraiment le petit frère. Ah ouais, c'était le petit chouchou de la famille qui est devenu un homme, comme dit ma mère, Rajolonos, qui est devenu un vrai monsieur, quoi. Alhamdoulilah. Mais oui, quand on était petits, on était les 4 garçons et j'avais ma grande sœur qui. Ah, donc c'est ta sœur qui est l'aînée de la fratrie. Mais toi, t'es l'aîné des garçons, du coup. Ouais, c'est ça. Moi, Ok. je suis l'aîné des garçons. Et donc, voilà, quoi, avec ma grande sœur aussi, qui est une fille absolument brillante et plus socialement intelligente que nous. Pourquoi? Elle a épousé un Tunisien. Et comme c'est un mec assez extraordinaire, Allahumma barak, il y a eu une espèce d'assagissement, tu vois, de mélange d'énergie vertueux. Tu vois. Mais c'est parce que c'est des bonnes personnes, quoi. Alhamdoulilah. Ok. Rabbi yahfadhum. 93, du coup, Drancy. Ouais. T'as grandi là-bas. Ouais. Et à la fin de tes études, ou plutôt au milieu de tes études, tu pars en Angleterre Ouais. et tu fais Oxford. Alors attention. J'ai raté un truc? Non, pas. C'est une imprécision en fait, parce que les gens pensent que moi je suis pas diplômé d'Oxford. Ok. Moi j'ai été à l'ESCP Ok. à une époque où il y avait en fait, si tu veux, des bureaux de l'USCP à Oxford. Donc moi j'ai fini mes études, si tu veux, à Oxford, mais je suis pas diplômé d'Oxford. Et de Oxford, j'ai fini, je me souviens, mes études un vendredi. Et le lundi matin, j'étais dans une salle des marchés sur les produits dérivés en fait à Londres. Donc je suis passé à Oxford en fait, si tu veux, dans le cadre d'une espèce de... Une passerelle un peu. Ouais, voilà, ouais. Et après, je suis rentré en salle des marchés, où j'ai passé plusieurs années à faire des choses complètement haram, mais passionnantes. Alors, en tout cas, franchement, j'ai envie d'applaudir l'honnêteté parce que tu sais, le nombre de personnes qui, parce qu'elles ont fait, je sais pas, 2 jours de formation à HEC Paris, elles se disent diplômées d'HEC Paris. Ouais. Et tu sais, elles construisent tout un storytelling et Ouais. tout un marketing autour de ça. Ouais. Alors qu'en fait, elles ont jamais fait HEC Paris, tu vois. Ouais, ouais. Et elles ont juste fait 2 jours de stage Ouais. ou de formation tu sais, spécifique à un domaine et ça y est. Et t'as l'honnêteté de dire que t'as pas fait Oxford. Ah non, mais moi, j'ai pas... Non, C'est moi, bien. je suis... Alors, j'ai Parce pas que fait... c'est des infos qui ressortent. Hein, tu sais. Attends, moi, j'ai pas fait Oxford. Mais en fait, la vérité, c'est que je ne suis pas diplômé d'Oxford, mais j'y ai passé un temps important et j'y ai appris des choses, notamment en finance d'entreprise, en finance de marché,
hyper sérieux. C'est-à-dire que la formation, le SCP, c'est une des meilleures écoles françaises. Hein. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, quand tu vas là-bas par le SCP, tu bénéficies des meilleurs standards aussi à Oxford. Hein. Donc, moi, même si je ne suis pas diplômé... T'es quand même passé par là-bas. Ouais, je suis pas, par le SCP de Oxford. Ok. Donc, t'as fait la City à Londres. Ah ouais. Tu veux nous en parler un petit peu? T'as décrit ça comme une vie de soldat. Tu peux rentrer le détail, donner un peu de détails sur ça? Ouais. Alors... Pourquoi une vie de soldat? Parce que, si tu veux, le morning meeting, tous les matins, il était à 7h15. C'est-à-dire qu'à 7h15, on était debout sur le pont et l'idée, en fait, si tu veux, c'était d'aligner les stratégies, en fait, pour la journée. Et moi, je partais de la salle, il était en général 19h, 20h, entre 19h et 20h. Donc, tu vois... et l'idée, c'est quoi? C'est que j'y allais régulièrement le samedi et le dimanche. Parce que, en fait, c'est le samedi et le dimanche que tu apprends. Tu sais, en vérité, toute la journée, la semaine, tu as un travail opérationnel. Quoi. Enfin, c'est charbon, quoi. Ouais, tu charbonnes. T'as pas le temps de... Et tu n'as pas le temps d'apprendre. Et en vérité, si tu veux apprendre, si tu veux progresser, c'est sur ton temps libre. Quoi. C'est ou le soir, mais le soir, tu es éclaté, ou le week-end. Et moi, j'apprenais, tu vois, toutes les mécaniques de trading, toutes les mécaniques de... toute la théorie qu'il y a derrière, enfin, tu vois, tout ce qu'il y a, Black and Scholes et tout ce qu'il y avait... tout ce qu'il y avait sur la résolution différentielle d'équations stochastiques et tout ça, enfin, tu vois, tous ces trucs un peu compliqués, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris, entre guillemets, sur mon temps libre, que j'avais étudié un peu avant à l'école, quoi, parce que j'avais fait un mémoire sur ça. Mais la réalité opérationnelle du truc, le moment où tu le comprends, le moment où tu comprends ce que c'est que le trading, le moment où tu comprends, ça, c'est sur ton temps libre. Hein. Et puis, j'ai compris aussi qu'il valait mieux passer 1 heure avec un trader, en fait, si tu veux, qui était super professionnel, et qui faisait ça, en fait, si tu veux, de manière réelle, vraiment sur le champ de bataille. Il valait mieux passer 1 heure avec lui, en fait, un samedi ou un moment où il est là en mode je te transmets un truc, plutôt que de passer, en fait, 6 mois, en fait, dans les bouquins et dans les meilleures universités du monde. Hein. C'est-à-dire, valait mieux apprendre d'un mec de terrain, quoi. D'un mec qui connaît son travail depuis des années. Et puis qui te raconte... et donc cette quantité de travail permanente, ce stress permanent, cette vie. Parce que la vie à Londres, en fait, en réalité, c'est hyper stressant. C'est-à-dire que tu vis... c'est une vie de soldat, quoi. C'est hyper compétiteur. C'est-à-dire que c'est la compète. Tu dois travailler, tu dois apprendre, tu dois progresser. T'as pas beaucoup de phases de récupération. Et tu as un cadre de vie global qui est en réalité, à part la beauté du cadre, parce que Londres est une ville sublime, Allahumma barak, à part le truc, en fait, t'as pas de joie. Moi, j'ai pas eu de joie, moi, à Londres. J'ai travaillé beaucoup, et j'ai pas eu de joie. Et c'est ça ma définition de la vie de soldat. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu quittes, du coup, cette vie, et pour plein de raisons qui pourraient répondre à ma question, et que tu retournes en Algérie à ce moment-là pour reprendre les terres familiales? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est le côté des haram que tu as cité qui te fait... Est-ce qu'il y a un éveil spirituel à ce moment-là? Ou est-ce que c'est tout le cadre hyper stressant, hyper fatigant, où t'es pas heureux, etc. Et peut-être d'ailleurs, est-ce que ça, ce serait pas lié au fait que t'étais pas forcément... aligné avec moi-même. Voilà, exactement. Mais je suis d'accord, mais en fait, c'est un ensemble. Moi, j'ai quitté en fait Londres pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je te donne ma parole. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand je vois les psys, ils ont vachement progressé par rapport à nous. Ils sont bien meilleurs que nous. Moi, quand j'avais 20 ans et que j'allais chez McDo, manger un Big Mac, pour moi, c'était en fait... c'était bien, parce que pour moi, je mangeais pas du porc, tu vois. Dire cette espèce de distinction, bon, pas 20 ans, mais plutôt 15. Parce qu'à 20 ans, j'avais compris. Mais, non, mais... Et on est plein, nous, si tu veux, de ma génération, à penser que manger de la viande de bœuf, si tu veux, même quand elle n'était pas halal, c'était bien, quoi. C'était un effort, tu vois. Genre, quand tu arrives en caisse, tu dis non, pas de bacon. C'était ça, être musulman à l'époque, tu vois. Pour moi. Et je sais que... Et je te jure que je suis arrivé en salle des marchés, mais moi, je ne savais pas que riba, c'était interdit. Je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est délirant, en fait, tu vois, de dire ça aujourd'hui. Mais moi... j'étais dans la salle de produits dérivés de taux, c'est-à-dire que j'étais, tu vois, s'il y avait un temple des taux d'intérêt, moi j'habitais tout en haut, tu vois, dans le penthouse. Je travaillais dans le penthouse, tu vois, avec vue sur le monde, tu vois.
Et ouais, il y a un moment, j'ai compris. Et quand j'ai compris, ouais, je me souviens que j'ai voulu. J'ai demandé à Allah, en fait, je me souviens, j'étais devant mes pupitres et j'ai fait une doua. J'ai dit, Ya Allah, trouve-moi une sortie honorable. Et 3 semaines après, ils m'ont fait un chèque. Ok. Donc, alhamdoulilah. Donc, ça, c'est ça. Et bon, je suis parti. Et après, la question, c'est pourquoi j'ai pas repris. Parce que tu vois, j'aurais pu reprendre sur les matières premières, j'aurais pu faire un truc. Et la vraie raison complémentaire, en fait, pour laquelle je suis. C'est que je pense que j'ai eu besoin d'une psychanalyse. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où, comme tu le disais, moi, j'ai pas été, en fait, si tu veux, j'ai pas été un travailleur soldat. J'ai été un soldat toute ma vie, en fait. Hmm. C'est-à-dire que quand tu arrives au collège, on te dit, bon, bah, il faut que. Quand tu arrives au lycée, on te dit, il faut que tu fasses un bac C. Bac C qui est l'équivalent de Maths physique, maths physique, voilà. bac S. Voilà, ouais. Bac S avec option maths physique. Enfin, à l'époque, c'était bac S. Et puis après, il faut que tu ailles en prépa. Et puis après, il faut que tu fasses la meilleure école possible. Et puis après, il faut que tu ailles en salle des marchés, enfin, le meilleur truc. Et puis après, et puis à un moment, tu te dis, hé les gars, t'as 27 ans, 28 ans, tu t'es pas rendu compte, en fait, si tu veux, que tu avais déclaré la guerre à Allah en faisant de la riba. Tu vois. Et tu te dis, ouais, pourquoi moi, mes grands-parents ont été des héros de la guerre d'Algérie. Pourquoi on est venu en France, les gars ils nous ont massacrés, tu vois. Pourquoi on est venu en France et puis pourquoi, en fait, c'est quoi le sens c'est quoi le game pourquoi. Et il y a un moment où, effectivement, j'ai eu besoin de comprendre. J'ai eu besoin de comprendre, j'ai besoin de me réaligner, j'ai eu besoin de dire qu'est-ce que tu fais, mais c'est ça ta vie, tu vas travailler 18 heures par jour jusqu'à 60 ans, en fait, si tu veux, jusqu'à ce que tu te vides de ton énergie, tu te vides de ta sève, jusqu'à ce que tu pourrisses de l'intérieur. Et je pense qu'à cette époque, j'avais été déjà partiellement attaqué de l'intérieur, hein, tu vois. Et à un moment, j'ai eu besoin de me protéger. J'ai eu besoin, en fait, si tu veux, et ça, à ce moment-là, je l'ai fait en allant mettre les mains dans la terre. Oui. Tu as lancé l'entreprise. Et j'ai lancé Bionour, ouais. Bionour. Ouais, j'ai lancé Bionour. En fait, c'est nous qui avons introduit l'agriculture biologique en Algérie. Ok. On a fait des trucs parce qu'en fait, je suis arrivé là-bas et puis j'ai fait ce que je savais faire, quoi. J'ai fait, en fait, si tu veux, j'ai opéré, en fait, des logiques de remontée de la chaîne de la valeur. C'est-à-dire, les gars ont fait des dates depuis 2000 ans. Ma famille, ok, une très vieille famille de Ouargla, nous. Fait des dates depuis toujours. D'ailleurs, ma grand-mère était trader aussi. Tu vois, elle vendait des dates, mais elle était sur les commodities. Elle vendait de l'or aussi. Tu vois. Et c'est vrai. Mais dans le sud, c'est beaucoup plus normal parce que si tu veux, il y a une place des logiques qui sont beaucoup plus facilement matriarcales. Tu vois. Donc, nous, on avait une famille un peu comme ça, et j'ai eu besoin, en fait, si tu veux, d'aller me reconnecter avec mes ancêtres, d'aller me reconnecter avec la terre, d'apporter quelque chose, de dire, bon, voilà, on fait ça depuis 2000 ans, comment on peut l'améliorer. Nous, on est profondément écolo. Pas au sens politique, hein, parce que je te raconterai pourquoi. J'ai absolument divorcé avec tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un écolo. Parce que je me suis senti pareil, trahi, d'une des pires trahisons, en fait, si tu veux. Je te raconterai si ça t'intéresse. Oui, avec plaisir. Mais ouais, on est des écolos, donc le centre de gravité, le barycentre entre améliorer les choses, faire un truc écolo, remonter la chaîne de valeur, ça a été d'introduire, en fait, si tu veux, l'agriculture biologique en Algérie. On a été les premiers à pouvoir exporter des dates bio. Et en vérité, on a fait ça. On a été les premiers à faire de la viande bio-halal aussi, parce que c'était un peu la continuité de la même logique. Si tu veux remonter les chaînes de valeur, pour apporter, en fait, des choses, améliorer les choses. Tu vois. Et quand j'ai fini la psychanalyse, j'ai réuni tous les polytechniciens, les normaliens, les centraliens, les patrons du CAC 40 que j'avais connus à droite et à gauche, et on a monté Big Mama. Ok. Avant de passer à Big Mama, qui sera la prochaine étape, je voudrais juste savoir, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas allé en Algérie quand tu y es retourné? Ou en tout cas que tu n'avais pas reconnecté avec... Alors, nous, on n'y avait pas été, moi, j'ai pas été en Algérie pendant toute l'époque du terrorisme. J'ai pas été de 88. J'ai pas été. On est rentré, je crois, le 20 juillet 80, le 20 août entre le 20 et le 25 août 88, et j'y suis revenu le 15 mars 2002. Oui, ça fait 14 ans. 14 ans d'absence. Ouais. Ok. 2002, à ce moment-là, t'as quel âge? 29 ans.
Ok, donc c'est vraiment, en fait, à partir du moment où vous avez quitté l'Algérie, tu Ouais. n'y es pas retourné. Si. Moi, on a quitté l'Algérie, j'avais 2 ans. Ouais. Et de 2 ans à 15 ans, on y allait une fois, 2 fois par an, Ok. tout le temps, Ok. tout le temps, tout le temps. Et ensuite, de 15 ans jusqu'à 29 Ouais, ans, ouais. tu n'y es pas retourné. On n'y est pas retourné. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'Algérien quand on connaît, il y a une forme de, on en parle, je pense qu'on peut pas en parler dans ce Ouais, podcast, parce que déjà il nous reste pas beaucoup de temps, mais ouais. tu vois, je te parle en tant qu'Algérien également, Ouais, mais qui ouais. n'est pas retourné, qui n'est pas allé au bled depuis 15 ans également. Plus de 15 ans même. Ça fait depuis 2013. Ouais. Je suis pas allé en Algérie. Donc là, Toi, t'as pas été en Algérie? moi, je n'ai pas été en Algérie. Ouais. Là, je parle à une autre génération. Toi, Mm. t'es une autre génération pour moi. Qu'est-ce que ça fait en fait Qu'est-ce que ça te fait, cette 15 ans absence? d'absence, Ouais, ouais. 15 ans d'absence, quand tu reviens, quand on connaît, tu vois, cette espèce de fierté patriotique Mm. et en même temps ce déracinement que connaissent énormément d'Algériens Ouais, comme ouais, moi, ouais. tu vois. Toi, où est-ce que tu te situes là-dedans et comment tu as vécu ce retour aux sources après 15 ans d'absence, quoi? Alors, moi, je l'ai senti comme une reconnexion à la terre. C'est-à-dire qu'en fait, l'Algérie, même si c'est violent, parce qu'à l'époque, moi, tu sais, quand je suis arrivé, le terrorisme n'était pas terminé, hein. Tu sais, en 2003-2004, il y a eu des attentats où il y a eu 400 morts et tout. Enfin, je veux dire, à l'époque où je suis arrivé, on ne sortait pas à Alger. C'était, tu vois, c'était à la rue Yidouch Morad à 19h, il n'y avait plus personne. 19h30, il n'y avait plus personne. Tu vois, moi, je suis arrivé, en fait, le terrorisme vivait ses dernières heures. Il était maîtrisé, mais il y avait encore cette peur et cette espèce de... mais même comme ça, la reconnexion, la terre, même si cette souffrance absolue, cette espèce de violence latente, bah, tu te sens chez toi. Tu te sens chez toi. Tu t'es dit, ça y est, je suis retour. En fait, vrai retour aux sources, quoi. Alors, c'est reconnexion. C'est-à-dire qu'en fait, tu te sens chez toi, en plus, moi, je suis né à Alger. Donc, en fait, et puis j'ai passé beaucoup de temps. Tu vois, j'ai passé du temps dans l'appartement ou dans la maison où j'étais né. J'ai été là où mes ancêtres, tu vois, dans le sud. J'ai été à Constantine. Je me suis reconnecté. Et j'ai senti, en fait, cette énergie. Et j'ai senti, en fait, que j'avais un truc à faire, quoi. Parce qu'au moment où je rentre le 15 mars, en fait, j'avais quitté Londres une semaine avant. Une semaine avant. Et en fait, je prends la décision de rester en Algérie, en fait, après la reconnexion et cette énergie-là que tu sens et tu te dis, tu peux pas partir. Tu peux pas, moi, je peux pas partir. Et le pays était délabré. Hein. Le pays était délabré parce que les gens, les gens, ils étaient éreintés. Pourtant, c'est un peuple avec une énergie extraordinaire. Hein. Mais les 10 ans de terrorisme, là, de grosso modo de 92 à 2002, tu peux même aller de 88 à 2002. Mais disons que moi, pour des raisons personnelles, je pense que ça se dégrade vraiment en 92, quoi. 92-2002, là, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils en prennent plein la tronche. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu te rendes compte que n'importe quel gamin, il a vu des gens massacrés dans la rue, n'importe quel gamin a entendu des bombes partout. Non, tu vois, n'importe qui a perdu des gens dans sa famille de manière, mais comme dans les films, quoi. Moi, je me souviens d'un mec en 2005-2006 qui me racontait, qui me dit, moi, quand je vois en fait les films de mafia, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Les mecs sont venus chez moi, en fait, si tu veux, liquider 3 personnes devant les enfants et tout. Ouais. On a dit, alhamdoulilah, qu'ils n'aient pas égorgé les enfants et tout. Enfin, tu vois, c'était une dinguerie. Et les mecs, ils ont réussi à se relever de ça, quoi. Ils ont réussi à se relever de ça, cette espèce de résilience, cette espèce de je veux dire, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais tu peux pas ne pas respecter ça, quoi. On va faire un deuxième épisode. C'est ouais. obligatoire. On va faire un épisode spécial Algérie. Ouais, peut-être, ouais, Non, Inch'Allah, si sincèrement. on peut. Après, il faut que ce soit constructif, tu vois, parce qu'après, ce que je te dis, c'est des choses que c'est un ressenti. C'est juste une fois de plus, c'est juste un petit gamin qui te dit, voilà ce que je pense avec mes petits yeux, tu vois. Ça fait écho en fait à ce qu'on m'a raconté moi. En fait, Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Ça fait écho à moi. Moi, 92, c'est mon année de naissance. C'est pour te dire Mais moi, ce que je te dis, c'est que il faut sortir de là par la grande porte. Il faut sortir de là par la porte, parce que par la porte de la miséricorde. C'est des gens qui ont traversé une épreuve, mais qui est inconcevable. Et qui sont là, debout, fiers, beaux, tu vois, mais les mecs qui rigolent dans la rue, c'est le sens de l'humour algérien, l'ironie algérienne, les mecs qui sont là, ça rigole, les hommes sont beaux, les filles sont jolies, ça prie, tu sens une énergie spirituelle, tu sens... Et pourtant, les mecs, ils sont dans le chaos. Hein.
Et là, aujourd'hui, cette énergie, bah, on a l'impression que ça va mieux. Depuis 4, 5, 6 ans, il y a eu une espèce de clic. Alors, c'est des Algériens. Donc, faut rester vigilant. Et tu vois, mec, il suffit qu'il y ait 3-4 mecs qui au plan stratégique qui s'énervent et tout. Mais il y a eu une espèce de maturation politique, sociale, humaine. Il y a eu il y a une beauté dans ce truc qui est, je trouve, moi, très humblement, tout à fait inspirante. Big Mama. Big Mama. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Big Mama Group et ce que ça représente pour toi Alors, Big Mama, c'est quoi? En fait, c'est la continuité de Bionour. C'est-à-dire que, en vérité, moi, naïvement, ma logique, c'est d'essayer en fait de contribuer. Et d'essayer, en fait, si tu veux, de faire quelque chose. Quand j'arrive en Algérie, humblement, je sais qu'il y a des milliers d'années de gens qui ont fait des choses et dont beaucoup sont probablement beaucoup plus smart que moi et qui ont, enfin, tu vois. La question, c'est comment je peux contribuer et comment je peux apporter quelque chose. Donc, je me dis, bon, je pars, en fait, si tu veux, de la terre. Il y a des dates, viens, on essaye d'améliorer, faire un truc, on introduit le bio. Très bien. Et en 2012, 2013, j'ai le privilège de faire partie en fait de la délégation française. Enfin, je vais au G20, quoi, grosso modo, avec des entrepreneurs français dans le cadre d'un side event. Et j'ai été à Moscou, j'ai été à Sydney avec certains parmi les plus grands entrepreneurs français. Et je discute avec des entrepreneurs français du projet Bionour. Et je me souviens d'un mec dont je ne dirais pas le nom, qui est un mec adorable. Je ne dis pas son nom juste par politesse parce que je ne vais pas demander l'autorisation de donner son nom, mais c'est un mec super sympa qui est encore aujourd'hui un très grand entrepreneur. Et qui me dit, quand je lui raconte l'histoire de Bionour, mes arbres, la transformation, ma conception de la révolution agraire, comment on fait pour rendre ce monde meilleur avec des dates. Et le mec, il me rigole, il me regarde comme ça, et très gentiment, tu vois, genre, c'était pas du mépris. Et il me dit, mais hey, Coco, avec ce que tu fais, le mieux que tu vas arriver à faire, c'est une épicerie. Et grosso modo, tu vas pas changer le monde avec une épicerie, frérot. Et ce qui m'a fait suer, c'est qu'il me l'a pas dit méchamment. Il me l'a dit quelque part comme un pote qui était presque désolé pour moi, qui me disait, hey, Coco, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas sérieux. Ok. Et j'ai réfléchi. Et en fait, ce que je me suis dit, non, je pense que c'est très sérieux, que c'est magnifique et que c'est probablement un des boulots les plus nobles de la création, tu vois, la terre, mais que je vais pas avoir le temps. Ok. Je vais pas avoir le temps. Et j'ai cherché, en fait, si tu veux, une autre manière de changer le monde et de progresser et d'apporter, en fait, quelque chose. Et quand j'ai regardé le truc, je me suis dit, en fait, que la seule manière de faire, c'était la tech. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, je te pose une question, je te dis un truc très simple. Si tu fais un voyage dans le temps il y a 50 ans, et qu'il y a 50 ans, tu réunis, en fait, si tu veux, les 100 personnes les plus puissantes du monde, et que tu leur dis, c'est quoi le pouvoir? Il y a 50 ans, ces 100 humains ou humaines, ils te disent, c'est les matières premières, c'est l'or, c'est le pétrole, c'est l'influence, c'est la terre, c'est l'agriculture, tu vois, il y a 50 ans. Si tu prends les 100 mecs les plus puissants du monde aujourd'hui, tu leur dis c'est quoi le pouvoir, les talents du pouvoir? C'est la technologie. Donc en fait, si tu veux, moi, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit que si tu veux en fait faire un truc et apporter quelque chose, fais de la tech. Fais de la tech. Donc j'ai réuni en fait, si tu veux, les gens les plus brillants et on s'est mis à faire de l'intelligence artificielle. À une époque où on ne parlait pas de ChatGPT, nous, ça n'existait pas, ça. Nous, on a commencé en fin 2013, après Moscou, après le G20 là, à Moscou. Et j'ai pris la décision formelle, en fait, si tu veux, de lancer Big Mama en 2014 à Sydney. Ok. Big Mama, pourquoi? Pour Big Data? Pour Big Mama, pour Big Data. Et Big Brother. Et pour Big Brother, ouais. Parce qu'en fait, Big Brother is watching you and Big Mama is protecting you. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. L'idée, c'était de dire qu'en fait, on se positionnait en fait comme un acteur, en fait, presque entre guillemets civil, quoi. Un acteur, en fait, si tu veux, de contre-pouvoir technologique, quoi.
Ok. Tout simplement. Donc vous êtes un peu les précurseurs de l'IA éthique, entre guillemets. Alors, précurseur, je sais pas, parce qu'il y avait des mecs qui faisaient de l'éthique, en fait, depuis la Grèce antique, un minimum, ou depuis la Mésopotamie. Donc, dire que t'es précurseur, c'est, je trouve... En tout cas, à l'échelle d'aujourd'hui. À l'échelle d'aujourd'hui, on a été effectivement les premiers à en parler, quoi. Parmi les premiers à en parler, parce que même avant nous, il y avait des gens, en fait, si tu veux, qui se posaient cette question. Mais nous, effectivement, on a organisé ce truc de manière humaine, en disant, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et au début, l'idée, c'était d'aller d'une boîte à une autre pour résoudre, en fait, si tu veux, des challenges technologiques. C'est-à-dire qu'on allait voir les mecs, on leur disait, qu'est-ce que vous savez faire? Occupez-vous de ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Ce que vous ne savez pas faire, nous, on va le faire. Et on développait des modèles, des algorithmes. En fait, on a fait ça pour des très grandes boîtes, pour des banques, des distributeurs, des petites startups, des moyennes startups, des grosses startups. On a eu des centaines on a parlé avec des centaines de personnes et on a eu à peu près sur l'histoire, on a eu une cinquantaine d'années. Une cinquantaine de clients avec lesquels on a pu travailler et développer une vraie compétence, une vraie expertise. Et à un moment, si tu veux, quand on en a fini en fait, de cette logique de défi un peu technologique, un peu ce qu'on appelle un peu ce mode Kaggle, on s'est dit, hé les gars, qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, on est en train d'aller voir les gens pour essayer de leur sauver la vie, tous en développement des modèles, en automatisant leur travail, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Eh ben, nous, on s'est dit qu'à un moment, charité bien ordonnée devait commencer par soi-même. Et on s'est mis en fait à coder un logiciel. Ouais, alors on en a codé un avant qui s'appelait ICO. Et on a abandonné parce que, pour plein de raisons, et ça, et on a pivoté et on a produit Haiku. Haiku.ai, c'est ça. C'est un logiciel qui, aujourd'hui, a pour ambition de dire que n'importe quel humain qui n'a pas de compétences techniques doit pouvoir être capable de réaliser des agents. Pourquoi? Parce que ce que nous, on a appris avec les centaines de missions qu'on a pu faire ou les centaines de prospections qu'on a pu faire, c'est que les gens, ils n'ont pas de compétences techniques. Même quand parfois ils sont des ingénieurs de très grandes écoles, 4, 5, 6 ans, 10 ans après être sortis de là, ils ont plus, en fait, très souvent, ils n'ont plus cette appétence pour de la technique. Et la vraie révolution, la vraie contribution humaine qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que chaque humain puisse trouver, en fait, si tu veux, sa place dans cette révolution qui est là. Et donc, si demain, tu peux dire, voilà, il existe un outil qui peut permettre à n'importe qui de profiter en fait des avantages de cette révolution, en réalité, tu libères le monde. Tu libères le monde parce que, pour moi, la vraie solution, en fait, si tu veux, au problème d'éthique que pose l'intelligence artificielle, elle n'est pas technologique. Elle est, j'ai envie de dire, elle est dans la capacité, en fait, à donner du pouvoir aux gens. Elle est politique. Ok. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est pas d'avoir tous les plus grands data centers chez moi, de voir de la puissance de calcul. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment Madame Michu, comment Rachida, comment Karim, comment Hakim, comment Fred, comment Monique, comment Robert, qui savent pas coder, comment on peut les rentrer dans le game. Okay. Et là, tu fais quelque chose. Tu fais quelque chose de musulman et de français. Parce que je te rappelle que moi, j'ai été biberonné à liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. La ilaha illallah, la synthèse pour moi, c'est ça. C'est on tend la main aux gens, et on leur donne une chance. Et c'est ça, Big Mama. Et c'est pour ça que ça s'appelle Haiku, parce que l'idée, c'est quoi? C'est que dans notre conception de l'intelligence artificielle, nous, on dit qu'il y a une partie, en fait, de ce que tu produis dans les agents qui est absolument pas remplaçable par la technologie. C'est l'humain. Et donc, en fait, les vrais agents aujourd'hui qui vont tenir le monde de demain, ça va être des agents qui vont intégrer de l'humain et intégrer en fait de la technologie. Et c'est ça le HI de Haiku, c'est hybridation. Okay. Et KO, c'est alors parce que je suis boxeur. Depuis que je suis petit, je suis boxeur. Okay. Et donc tout le monde pensait que c'était une référence à la boxe. Pas du tout. Absolument pas. Je suis un mec très pacifique, moi. KO, c'est une référence à Icosium, au nom phénicien de la ville d'Alger.
Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, notre produit, il est fait dans une ville qui a au moins 2500 ans d'histoire et que c'était une manière, en fait, de rendre hommage à qui on était. Et de dire qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde pense que que la technologie est produite dans la Silicon Valley, non, elle peut aussi être produite, si tu veux, sur le continent qui est en fait, si tu veux, qui est l'origine de l'humanité. Et les gens qui font ça, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de rendre hommage à leur Afrique. Il faudrait qu'on s'arrête sur cette phrase-là. Ouais. Rapidement, est-ce que tu peux nous parler du livre? Ah, de mon livre Ouais, le livre que tu as écrit. Parce que... Nous, on a parlé avec des centaines de personnes, Mhm. des milliers de personnes. On a accumulé des milliers et des milliers d'heures en fait, d'expérience. Et quand tu nous réunis tous, des dizaines de milliers d'heures. Et on a appris un truc. On a appris en fait que dans l'IA, le problème, c'était pas la tech. Tout le monde te parle de GPU, de puissance de calcul, de mathématiques, d'architecture, en fait, de modèles, d'architecture logicielle. Et c'est passionnant. Je suis d'accord, hein, je suis le premier à dire que moi j'aime bien la tech. Donc, c'est passionnant. Mais il n'est pas là, le game. Il est où? Il n'est pas là, le game. Et moi, je pense qu'il y a une gigantesque erreur. Le game, il n'est pas là. Moi, avec les milliers de personnes avec qui j'ai parlé, le game, il n'est pas là. Parce que nous, sur les dizaines, les centaines de missions qu'on a pu faire, en réalité, 95% du temps, on a trouvé la solution technologique. Mais le truc auquel on a été confronté, c'est que les humains, ils ne veulent pas se transformer. En vérité, les humains, ils veulent rester des robots. Mm. Et en vrai, le vrai sujet, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, c'est pas la tech. Aujourd'hui, les ingénieurs, ils ont fait un travail extraordinaire. La communauté technique et technologique, ils ont fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Il y a une abondance, en fait, si tu veux, de modèles, une abondance d'outils technologiques qui peuvent permettre de faire des choses absolument extraordinaires aujourd'hui. Le problème, le loquet, là où ça bloque, c'est que les humains, en fait, ils veulent rester, en fait, si tu veux, au Moyen-Âge. Ils veulent rester au Moyen-Âge, voire à la préhistoire pour certains. Tu vois. Et moi, le défi, en fait, technologique, en fait, si tu veux, que nous renvoie l'intelligence artificielle, c'est pas, en fait, si tu veux, est-ce que tu vas savoir faire des agents? La question, c'est est-ce que tu vas accepter la transformation que t'impose l'intelligence artificielle? Okay. Et c'est pour ça que le bouquin s'appelle Super Papillon. Parce que le vrai enjeu est un enjeu de transformation, en fait, si tu veux, de l'humanité. Okay. Alors, ça aurait pu s'appeler Papillon, mais ça s'appelle Super Papillon parce que non seulement il faut se transformer, mais en plus, et déjà, se transformer une fois dans sa vie avec cette ampleur, c'est déjà beaucoup. Mais nous, on est la première génération, en fait, si tu veux, où l'IA nous impose, en fait, non seulement de nous transformer, mais de nous retransformer régulièrement. Parce que ça va trop vite pour nous. Parce que ça va super vite. Tu te rends compte qu'entre deux modèles, deux versions de certains modèles, des fois, il peut y avoir 3 mois. Et chaque, si tu veux, nouvelle version de modèle, c'est une nouvelle dinguerie. C'est un saut quantique, en fait. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, le monde, il appartient à ce que moi, j'appelle les super papillons. Les gens, non pas qui sont capables, en fait, si tu veux, de faire des... Alors, ça se matérialise par une capacité à savoir faire des agents. Et notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que le saut, pour les humains, il soit le plus petit possible et le plus faisable possible. C'est ça, mon boulot. Mais en vérité, quelqu'un qui ne veut pas sauter, quelqu'un qui ne veut pas accepter cet effort de transformation, tu peux rien pour lui. Donc le livre est vraiment un livre destiné à ouvrir les consciences sur la nécessité de se transformer et d'accepter la transformation. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Okay. Et le rythme de la transformation. C'est de là, parce que c'est de là dont vient le papillon. Il prend du temps dans sa chrysalide, alors que là, on est obligé de. Et puis lui, le papillon, il le fait une fois dans sa vie. Alors que nous, c'est répété. Nous, on est dans un monde qui va nous obliger en fait à nous transformer en fait, si tu veux, tout au long de notre vie. Le livre est disponible actuellement? Ah ouais, il est disponible. Amazon. Alors, je suis pas sûr qu'il soit sûr. En fait, je crois que je veux pas crâner, mais je crois qu'on est en rupture. Hein. Ah ouais? Ouais. Je suis pas sûr parce que. Mais sur Amazon, tu vas le trouver. Sinon, l'éditeur c'est Rio Bravo. Ok. De toute façon, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et alors, attends, et si tu veux la vraie histoire, mais rien que sur ça, il y aura une émission. En fait. Super Papillon, c'est mon 2e livre. Ok. Et le premier, en fait, ils m'ont dit l'écris pas. Parce qu'en fait, mon problème à moi, c'est que je fais de l'intelligence artificielle depuis bientôt 15 ans. Et que ça fait 15 ans qu'il y a un truc qui m'ulcère. C'est qu'en fait, il n'y a pas une vraie théorie de l'intelligence. Tout le monde, aujourd'hui, a sa définition de l'intelligence, mais il n'y a pas un truc aujourd'hui. Et moi, ça fait des années que j'y pense et j'ai proposé une théorie de l'intelligence. J'ai été voir, en fait, mon éditeur avec, en fait, si tu veux, une espèce de manuscrit sur ma théorie de l'intelligence. Et mon éditeur, il me dit comme ça, il me fait « C'est absolument génial, mais tu peux pas commencer, en fait, avec un bouquin sur la théorie de l'intelligence.
tu peux pas commencer. Écris un bouquin, en fait, si tu veux, qui explique pourquoi tu es arrivé en fait, à cette théorie de l'intelligence. Et après, tu sortiras ton bouquin sur la théorie de l'intelligence. Ok. Et donc, en fait, du coup, j'ai écrit Super Papillon, en fait, si tu veux, pour que ça préfigure, en fait, si tu veux, ma théorie. Enfin, pas ma théorie, parce que je trouve ça pompeux, mais qui propose, en fait, si tu veux, un essai sur ma conception de ce que c'est que l'intelligence. Ok, intéressant. Bah écoute, en tout cas, moi je pense sincèrement qu'il y aura un deuxième épisode. Écoute, Peut-être c'est l'occasion de venir à Marrakech du coup. peut-être. Hein. Ou peut-être qu'on le fera de nouveau chez Podblend. Bah, Ça m'irait très bien. Mais c'est d'ailleurs Podbled. Qui a inventé ce nom sublime? Alors, c'est Podblend. Ah, Podblend, mais vous l'appelez Pod. Ah, d'accord, Parce qu'on ok. parle vite. Vous tu vois, l'avez mais détourné. Ouais. J'avoue, Podblend, c'est pas mal aussi. Podbled, c'est bien. Podblend. Donc, en tout cas, voilà, merci en tout cas pour d'avoir répondu à l'invitation. C'était Mais vraiment cool. Avec plaisir. Je savais que ça allait être aussi sérieux, mais je pense que vraiment il y aura un deuxième épisode. J'aimerais qu'on parle de transhumanisme, du coup. Oui, bah faudra que je te dise ce que j'en pense. Enfin, Ne commençons pas, sinon Ouais. on est reparti. Et on parlera aussi d'Algérie. Et en tout cas, voilà, on se retrouve rapidement pour un second épisode. Merci, Barakallahu fik, pour Wafika. ta présence. Et, Et puis, on se retrouve sur un prochain épisode.